Voilà, vous pouvez les applaudir, ça nous met tous en mouvement, c'est pas mal. Et bienvenue donc à ceux qui sont ici et à tous ceux qui nous écoutent de loin aussi. Installez-vous, vous pouvez choisir vous installer. Voilà, alors quatre regards, quatre acteurs de l'écosystème vraiment très différents dans cette table ronde pour traiter de cette question de l'agriculture régénératrice et surtout de notre capacité dans le temps, donc de manière durable aussi, à répondre à nos besoins vitaux et notamment alimentaires. Alors, je vous les présenterai chacun voilà, un peu plus longuement et on va démarrer par vous, Sébastien Roumégous. Vous êtes président du groupe Biosphère. Vous êtes agronome de formation, expert en agroécologie, biodiversité fonctionnelle et fonctionnement du sol. Voilà, vous agissez sur des tas de thèmes clés. Et le groupe Biosphère en particulier a toute une équipe d'experts, viticulture, arboriculture, maraîchage, grande culture, élevage, etc. Et Biosphère accompagne les agriculteurs dans leur transition vers l'agriculture régénératrice justement, depuis le diagnostic initial, en passant par la formation, à l'accompagnement au changement, la montée en compétences, l'essai même au champ, dans les champs. Vous êtes présent tout au long du processus jusqu'à la prise d'autonomie de ces agriculteurs dans la nouvelle façon de faire. Vous opérez dans 12 pays pour l'ensemble des acteurs des filières agricoles et vous accompagnez aussi des grands groupes comme Danone, Pernod Ricard d'ailleurs, LVMH aussi dans leur transition. Voilà. Alors déjà peut-être positionnons le sujet. L'agriculture, quel sens ça a de l'inviter au WIS aujourd'hui dans la logique de la transition? Merci beaucoup pour cette présentation très complète. Bon, j'ai rien super, à ajouter, j'ai rien oublié. c'est fabuleux. Eh bien écoutez, moi j'ai commencé il y a 10 ans, on va dire, à travailler autour de ces thématiques-là. Et il y a 10 ans, on parlait beaucoup voilà, de la santé des sols, de l'agronomie, hein, c'est-à-dire en gros, comment, en travaillant mieux avec mon écosystème cultivé, moi en tant qu'agriculteur, je peux finalement avoir un système plus résilient. Au fur et à mesure, on va dire, de l'investigation du sujet, quand on s'aperçoit que finalement l'agriculture couvre entre 45, 50, 60% des surfaces d'un pays, eh bien on s'aperçoit que l'interface entre les pratiques agricoles et le fonctionnement d'un écosystème est extrêmement significatif. C'est-à-dire que si l'ensemble des pratiques agricoles sur un bassin versant ou dans un écosystème donné ne change pas, c'est-à-dire ne s'aligne pas avec le fonctionnement naturel de cet écosystème, les grands cycles de l'eau, le cycle du carbone et de l'énergie, les éléments biogéochimiques, notamment le phosphore, l'azote, etc. On va fabriquer un certain nombre de dysfonctionnements dans l'écosystème. Et donc, de cette vision un peu centrée sur l'exploitation agricole, sur l'exploitant et sur l'optimisation de son système technique et économique, on est arrivé à des projets de plus grande ampleur et aussi grâce à des grandes entreprises comme Pernod Ricard ici présent ou des collectivités qui peuvent s'engager avec des projets très structurants où on commence à se dire tiens, que se passe-t-il si l'ensemble des pratiques agricoles changent sur un écosystème donné ou une partie de l'écosystème donné et comment j'arrive à affecter les flux dans cet écosystème. Et donc l'agriculture pour moi aujourd'hui c'est effectivement produire nos besoins vitaux, hein, l'alimentation, avec un volet santé qui est important, mais également, et ça est en train de passer chez les populations d'agriculteurs de plus en plus, c'est aussi une façon de gérer un écosystème. Donc c'est quasiment de l'ingénierie des écosystèmes et on ne peut plus éluder ce rôle majeur de l'agriculture dans la gestion des écosystèmes. Et aujourd'hui sur Terre, à 10 milliards, on est comme dans une coloc, pas forcément bondée parce qu'il y a encore de la place, mais par contre, on a besoin de gérer convenablement cette coloc. Et donc l'agriculture et la pression que nous on applique sur les écosystèmes pour produire notre alimentation nous demandent de regarder l'impact des pratiques, principalement sur la composante eau, infiltration, renouvellement des nappes, qualité de l'eau, la composante climat, carbone, énergie, c'est-à-dire tout le volet cycle du carbone, thermodynamique lié à la photosynthèse. Et donc ça a un impact majeur sur la façon de conduire les opérations au champ. Hein. Donc les champs ne doivent plus être marrons mais verts, on pourra en reparler tout à l'heure. Et puis le volet également biodiversité, mais en fait sans eau et sans énergie, j'ai pas de biodiversité. Donc forcément les pesticides jouent un rôle dans le fait de tuer ou pas la biodiversité, mais mine de rien, il faut gérer convenablement l'eau, l'énergie et le carbone pour pouvoir avoir des niches écologiques fonctionnelles dans un environnement. Et l'agriculture a un rôle majeur à jouer là-dedans. Merci.
Alors maintenant, je vous présente Cécile de Villers, qui est responsable de la performance durable chez Pernod Ricard France. À ne pas confondre avec Monde, c'est une autre dimension aussi. Vous êtes vous-même issu de la technique, de la direction des opérations et de la R&D. Donc vous avez cultivé comme ça ce sens de l'innovation au travers de ce parcours. Ça fait 12 ans que vous faites ce métier RSE et que vous animez toute la démarche RSE de chez Pernod Ricard France. Donc quelques chiffres, hein. Le groupe mondial, c'est 10 milliards de chiffre d'affaires. En France, 500 millions. 80 pays dans le monde où vous êtes présents, 19 000 collaborateurs. En France, qui est la filiale historique du groupe, créée en 75, 800 collaborateurs. Voilà. Et en tout cas, quelques chiffres qui évidemment expliquent votre présence sur cette table ronde. C'est une centaine de matières premières sourcées dans plus de 65 pays, et les matières premières étant évidemment issues de l'agriculture en question. Donc indirectement ou directement, au fond, vous cultivez chez Pernod Ricard 800 000 hectares de terre. Hein. Donc voilà, ça a évidemment du sens. Et en même temps, c'est vrai que quand on dit Pernod Ricard, agriculture régénératrice, voilà, il y a un petit paradoxe comme ça. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi, au contraire, c'est très important que vous soyez présents ce matin? Oui, bonjour à tous et merci de m'inviter à cette table ronde. Effectivement. Parlez bien dans le micro. Alors, voilà, vous le posez là et vous ne bougez plus. Comme ça, on est sûr que tout le monde vous entend tout le temps. Effectivement, déjà la table ronde, hein, répondre à nos besoins vitaux. Et quand on s'appelle Pernod Ricard, c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Alors, de besoins vitaux, on peut dire au moins vitalisants. Voilà, vitalisant, créateur de liens sociaux et de convivialité. Donc, bon, mais c'est un autre débat. Je ne vais pas rentrer dans ce débat aujourd'hui. Ce qui est important de savoir ici, c'est que effectivement nos produits sont issus d'ingrédients de matières agricoles, hein, d'ingrédients naturels issus de terroirs, et que sans ces terroirs de qualité, eh ben, la pérennité de l'entreprise peut être en danger. Donc forcément, on s'intéresse à la qualité des sols, à la qualité des terroirs sur lesquels on cultive nos matières, et on va très naturellement aller s'intéresser à l'agriculture régénératrice. Voilà, vous avez une dépendance évidemment très forte aux produits de l'agriculture. Voilà. Et le deuxième point. Alors, au-delà de cette importance par rapport à la pérennité de l'entreprise, il y a vraiment quelque chose d'important, c'est qu'on est un acteur quand même majeur dans le monde agricole et on est aussi engagé historiquement depuis de longues années sur la protection de la nature. Et je rappelle juste la création de l'Institut océanographique Paul Ricard, c'était en 1966. Et c'était notre fondateur, Paul Ricard, qui avait créé cet institut pour s'intéresser à la protection des océans et de la mer, qui existe toujours. Et donc ça fait partie de l'ADN. Hein, exactement, de l'ADN, la culture, c'est très présent dans notre entreprise, et notamment dans l'entreprise que je représente, Pernod Ricard France, qui est l'entreprise historique de Pernod Ricard. Et donc très naturellement, aujourd'hui, on sent que les terroirs sont en danger. Et donc, en fait, on a envie d'influencer, d'utiliser notre pouvoir d'influence et d'accompagner la transition écologique. C'est vraiment, ça fait partie de notre ADN. Voilà, et puis je trouve que le poids de Pernod Ricard, effectivement, dans le système peut faire partie des projets structurants, enfin des engagements structurants pour l'ensemble de la filière. Donc ça a du sens aussi, merci. Alors maintenant, je vais vous présenter quelqu'un qui est spécialiste des algues, qui s'appelle Antoine Hervès. Il faut que je reprenne, excusez-moi, ma petite feuille qui va bien, sinon je risque d'oublier des choses. Ça vient. Donc Antoine Hervès, vous êtes spécialiste d'algoculture. Ça, c'est encore un mot que j'ai appris. Président fondateur de l'association Seaweed First, qui a été créée en 2022. Donc voilà, c'est l'acte de naissance, peut-être officiel en plus. 55 pays quand même pour y assister, c'est pas mal. 55 fées penchées sur le berceau. Vous avez toujours travaillé dans le secteur du bleu. Voyage au Mexique aussi, avec du brûlage d'algues invasives. En fait, c'est un peu ça qui a été le déclencheur, je crois, de votre idée, finalement, et de tout ce qui vous occupe aujourd'hui. C'est d'avoir constaté que non seulement en brûlant des algues invasives, d'abord, on évite l'invasion, mais ensuite, qu'est-ce qu'on crée d'autre comme bénéfice, comme co-bénéfices possibles? Est-ce qu'on ne pourrait pas inventer là d'autres bénéfices qu'on pourrait tirer des algues? Et c'est le constat aussi de ce marché en plein essor et de tout l'écosystème qui vous a amené à créer Seaweed First, dont l'objectif est donc de positionner les algues comme une ressource d'avenir. Alors moi, j'ai demandé à Antoine d'abord de nous mettre un peu en appétit, parce que autant je m'y connais sur 2-3 trucs, fermeture des stomates, enfin voilà, 2-3 choses, mais vraiment les algues, je ne connais pas encore. Donc racontez-nous un peu en quoi elles sont extraordinaires.
et pleine de ressources. Alors déjà, bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Donc aujourd'hui, comme on le sait, l'agriculture, il y a beaucoup d'enjeux parce que l'agriculture est responsable de beaucoup d'émissions de CO2, il y a aussi la détérioration des sols, il y a aussi les pénuries d'eau. Et donc aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de chercher des solutions alternatives pour dire comment en fait on peut créer une agriculture régénératrice qui pourra justement nourrir les 10 milliards d'habitants d'ici 2050. Et donc beaucoup de gens cherchent justement des solutions sur Terre, mais en fait cette planète est constituée de 70% d'eau avec les océans, et donc les océans récèlent de beaucoup d'atouts cachés, y compris la macroalgue. Et très méconnu d'ailleurs, hein, c'est l'écosystème le plus présent et en même temps le moins connu en termes d'exploration. Exactement, on en parlait justement tout à l'heure. Donc les macroalgues, voilà, c'est une des solutions que peuvent apporter les océans, et c'est vrai qu'elles répondent à de nombreux enjeux tels que la sécurité alimentaire, la santé et aussi le réchauffement climatique. Et justement, aujourd'hui, beaucoup de gens connaissent les algues, notamment pour l'alimentation humaine. Donc, on a les sushis, voilà, les éléments très basiques. Mais aujourd'hui, vraiment, il y a beaucoup d'utilisations qui se font, que ce soit dans l'agriculture, l'alimentation animale, la pharmaceutique, la cosmétique, les bioplastiques, les textiles et aussi la bioénergie. Mais comme j'ai mentionné, voilà, donc c'est un secteur encore très peu connu et très peu exploité. Et malgré ça, en fait, les algues sont partout. Elles représentent, il y a 9 fois plus d'algues dans les océans que d'arbres sur Terre. Donc ça montre quand même le potentiel qu'il y a. Et un rapport avait indiqué que si on faisait de l'algoculture sur seulement 0,03% des océans, on pourrait équivaloir à environ 10% de l'alimentation mondiale pour nourrir tout le monde. Donc c'est quand même assez conséquent. Et en plus de ça, en fait, l'algoculture a aussi des bienfaits notables, notamment pour tout ce qui est l'assimilation de carbone, capture de nitrates pour éviter l'eutrophisation qui vient légèrement des rejets de l'agriculture qui finissent dans les océans, et aussi la préservation de la biodiversité, et lutter également contre l'érosion avec la réduction de l'impact des vagues. Donc il y a vraiment cette dualité qui rend l'agriculture très intéressante, et aujourd'hui c'est vraiment beaucoup de projets sont en train de se développer dans le monde entier, car des fois l'agriculture n'est pas forcément possible, notamment dans des endroits insulaires ou dans des zones très arides, et du coup l'algoculture peut être une belle alternative justement pour éviter cette surdépendance par exemple de l'import de ressources ou aussi du tourisme comme seule source de revenus. Merci pour ce tour d'horizon. Et puis enfin, une quatrième invitée qui s'appelle Léa Régnier et qui est, alors au-delà d'être une maman multicasquette de 38 ans, mais comme vous me l'avez dit, je vous le dis, c'est vrai, c'est aussi un métier quand même, un sacré métier, une petite entreprise, une TPE à soi tout seul, ça c'est sûr. Conseillère municipale déléguée, surtout à la transition écologique et alimentaire de la ville de Senon, pour ceux qui connaissent, la rive droite, et référente du PAT, c'est-à-dire le projet alimentaire de territoire du GPV, qui est le grand projet de la ville, notamment de la rive droite. Donc ça, c'est pour tous les connaisseurs du coin, c'est pour les locaux. Hein, voilà, ça vous situe. Voilà, vous êtes fondatrice aussi de l'organisme de formation My Little Change, spécialisé en transition écologique et engagée en ESS, économie sociale et solidaire. Et vous êtes cofondatrice et présidente d'un club qui s'appelle le Club des entrepreneurs éco-responsables de Gironde. Voilà, donc là, l'idée, Léa Régnier, c'est peut-être de partir, on est parti d'une vision très très macro de l'agriculture régénératrice. Qu'est-ce qui se passe sur un petit territoire, hein, moi, je partage le même que Léa Régnier, donc voilà, je ne suis pas gênée. Un petit territoire comme Senon, Florac, la rive droite, qu'est-ce qu'on fait en la matière? Qu'est-ce qui bouge en ce moment? Bonjour à toutes et tous. Ça bouge beaucoup finalement parce qu'on se rend compte, là on parle de biodiversité du vivant, donc il y a le vivant qui est dans la terre et puis il y a le vivant qui est sur terre, et c'est un vrai enjeu aujourd'hui l'agriculture. Donc on travaille sur des projets qui s'appellent du champ à l'assiette, c'est-à-dire qu'à un moment donné, comment en cultivant nos territoires, donc on ne va pas aller cultiver à des kilomètres, des centaines de kilomètres de chez nous, comment on arrive à bien nourrir les habitants de nos communes. Donc, c'est-à-dire qu'on essaye de recréer un lien naturel, c'est-à-dire je cultive sur mon territoire, je transforme cette alimentation, donc bien évidemment bio, durable, respectueuse du vivant, donc qu'il y a sous terre ou sur terre, et ensuite je le transpose dans de l'alimentation collective, notamment sur tout ce qui est restauration, pour les collèges, pour les écoles,
voilà, les restaurants d'entreprise. Et donc concrètement, municipaux. par exemple, sur votre territoire, la tendance, donc il y a une vraie évolution là sur 2, 3 ans, 4 ans peut-être, je ne sais pas. Voilà, est-ce qu'il y a de plus en plus de projets, les collectivités sont engagées, enfin comment ça évolue? Tout à fait, donc il y a vraiment un projet collectif qui a été mis en place par le biais du GPV, mais ça se fait aussi sur d'autres territoires. La région Nouvelle-Aquitaine s'est saisie du projet, donc il y a des projets régionaux. Donc le GPV, c'est transposable, parce que ça veut dire grand Tout à projet fait. des villes, hein, le GPV. Donc, Tout à fait. voilà. Donc là, c'est un regroupement effectivement de 4 villes de la rive droite, mais c'est un sujet qui a été pris à bras le corps pour le coup, au niveau régional, départemental, au niveau de Bordeaux Métropole. Et au niveau local, donc chaque commune a son projet, et plus on est nombreux, plus ça fonctionne. Donc là on est sur un projet qui touche 4-5 communes, donc si on rajoute Bordeaux, rive droite, avec des projets de tiers jardins, des projets où on permet aux habitants de renouer du lien avec la terre, de pouvoir cultiver des jardins collectifs, et des projets vraiment d'agriculture urbaine où on installe des maraîchers, donc toujours sur du biologique, et de créer le lien ensuite avec de la transformation. Donc le lien se fait aussi par rapport à l'insertion, puisque c'est des projets où on essaye d'inclure des personnes qui sont éloignées de l'emploi pour créer du métier, et avec ce qu'on transforme, donc ça nous permet de le servir dans les écoles et les restaurants collectifs. Alors justement, vous parlez de l'apparition de nouveaux métiers aussi qui vont avec, hein, donc de la formation des acteurs, des agriculteurs. Est-ce que là-dessus, vous pouvez nous dire comment ça prend, j'ai envie de dire, comment est-ce que tous ces acteurs-là s'emparent de ces nouvelles façons de voir le lien entre l'écosystème et l'exploitation? Alors c'est une question où en fait on rentre quand même dans ce qui va opérer ou pas le changement massif. Oui. Qui est finalement plus social et culturel que technique. Nous, aujourd'hui, en termes techniques, on a à peu près toutes les solutions. Je ne vais pas dire toutes parce qu'il y a des choses un peu particulières, mais il y a des freins qui peuvent être soit liés aux connaissances, soit liés à l'envie, soit liés à la culture. Et parfois, quand on ne sait pas bien, on n'a pas envie. Hein. On croit qu'on n'a pas envie, mais c'est souvent parce qu'on ne sait pas comment faire. Et alors, je vais prendre un exemple très local. On travaille pour pas mal de grands domaines dans le Médoc. Et il se trouve que les pratiques traditionnelles du Médoc, c'est d'avoir des sols nus quasiment toute l'année, ou en tout cas les travailler très 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 tôt en février. C'est du chaussage, des chaussages, et donc une perturbation assez majeure des sols sur les domaines viticoles. D'ailleurs, l'appauvrissement du sol permet d'avoir des vins, une production, on va dire, plus tannique, et derrière, ça peut même apporter en termes de qualité pour les vins, ce qui est assez singulier. En détériorant le sol, je vais avoir un produit de meilleure qualité derrière. La question, c'est pas de dire c'est bien ou mal, c'est-à-dire qu'on a des pratiques, on va dire, culturelles qui sont ancrées. Comment faire pour opérer un changement sur un territoire qui est quand même assez important et qui, malgré tout, si on garde ces pratiques-là, on va avoir un problème. C'est-à-dire que des sols trop nus vont être soumis à l'érosion, on va avoir une mauvaise infiltration de l'eau, on est proche de Bordeaux, malgré tout, il faut quand même renouveler un peu les nappes, etc. On va avoir une problématique au niveau du stockage de carbone et de la régulation climatique, puisque forcément, ce sont les végétaux qui stockent du carbone dans les sols et qui les améliorent. Et donc, la question de la formation est centrale, mais pas que de la formation. C'est-à-dire que nous, quand on va démarrer un projet, les gens qui vont venir en formation sont déjà soit sensibilisés, soit intéressés. Donc en fait, on démarre souvent par des réunions un peu, on va dire en grande pompe, où on va avoir peut-être 40, 50, 60 agriculteurs ou viticulteurs. Et ensuite, il y en a peut-être la moitié qui vont vouloir démarrer un programme. Et là, on démarre une série de formations où les agriculteurs sont par 15, maximum 15 par session. Et donc derrière, c'est un programme qui va permettre de se remettre ensemble à niveau, mais surtout d'acquérir un langage commun. Parce que si je considère que la santé de mon sol, c'est d'avoir un sol bien propre et bien nu, est-ce que j'ai faux, est-ce que j'ai vrai? En fait, j'ai faux d'un point de vue scientifique et technique, mais en fait, culturellement, si 80% des gens dans ma zone pensent ça, pour moi, j'ai vrai d'un point de vue culturel. Voire même si je m'éloigne de ce type de visuel, on va me dire qu'est-ce que c'est cet original, pourquoi est-ce qu'il commence à couvrir trop ses sols, pourquoi est-ce qu'il a des couverts végétaux entre ses vignes, c'est pas usuel, c'est bizarre. Et donc derrière, l'acquisition de ce langage commun et des techniques derrière permet d'engager à l'action.
Et donc, suivant la formation, on engage les groupes de producteurs dans des programmes, on va dire, d'expérimentation, mais vraiment très terrain. Hein. L'idée, c'est pas de faire le travail d'un centre de recherche, mais c'est de faire le travail sur le terrain pour venir caler les nouveaux itinéraires techniques et les passer à l'échelle sur les exploitations. C'est un processus qui prend entre 4, 5 et 10 ans. Et oui, c'est ça, Voilà. c'est du temps long. Hein. C'est du temps long, mais parce que l'esprit humain, c'est comme quand on plante une graine dans un jardin, ça met du temps à germer et du temps à pousser. Et c'est là où, et ça va faire la transition sans doute voilà, avec Pernod Ricard, où des groupes comme Pernod Ricard ou des groupes comme voilà, Danone ou Andros, qui vont être très structurants par rapport à leur approvisionnement, vont venir financer une partie ou tout de ce programme et vont surtout dire à leurs fournisseurs, moi désormais en tant qu'acheteur, je veux aller vers ce type d'agriculture. Et donc, ça opère, quoi qu'on en dise, un effet de levier, hein, un rapport de force, où le fournisseur, même s'il n'a pas vraiment envie de changer ses habitudes, quand on a un acheteur comme Pernod Ricard, qui est souvent parmi les comptes clés chez un fournisseur, on va devoir l'écouter, se poser la question pourquoi Pernod Ricard veut ça, et derrière, bon, ben, il va mettre en place un certain nombre de politiques. Et c'est là où on arrive, par exemple, typiquement avec Pernod Ricard, à venir travailler avec des coopératives majeures du Sud-Ouest pour former tous les techniciens à ces nouvelles pratiques et passer massivement à l'échelle. Donc il y a forcément de l'inertie entre le premier jour et puis l'efficacité sur le terrain. Mais comme c'est des périodes qui sont entre 5 et 10 ans, il faut démarrer dès aujourd'hui pour voir un effet majeur entre 2027, 2028 et 2035, qui pour moi finalement c'est le moment pivot. C'est-à-dire que si on n'a pas de façon significative changé à horizon 2028, 2030, 2032, on va avoir de la difficulté à venir rattraper le temps perdu. Voilà. Donc voilà un peu le propos, et vous avez raison. L'humain, la formation, la nouvelle façon de venir considérer son action est intéressante. Et aujourd'hui, et je finirai là-dessus, c'est pas que de l'écologie. Voilà. On arrive aujourd'hui, dans 80% des cas, à trouver le point d'équilibre, c'est-à-dire que l'agriculteur va gagner du temps et de l'argent à partir dans ce type de pratique-là. Mais c'est du design. Et je dis souvent, on fait des tours de 1 km dans le désert, de haut, on est capable de créer un système agricole régénératif des écosystèmes. Il n'y a pas de frein, il faut juste s'y atteler et y aller de façon volontaire. Oui, le frein n'est pas technique ou technologique. Hein. Ok. Alors Cécile de Villers, justement, quels sont les exemples de pouvoir d'agir sur l'ensemble de l'écosystème, enfin d'effets leviers, je crois qu'il y en a 2 en tout cas que vous avez évoqués avec moi, qui sont intéressants à déplier peut-être pour montrer comment ça contribue à l'autonomie, enfin à la transformation agroalimentaire. Oui, alors peut-être avant d'aller sur ces 2 exemples, je rappelle juste en fait que, donc, moi je vais parler au nom de Pernod Ricard France. Chez Pernod Ricard France, on a identifié 10 terroirs stratégiques prioritaires. Ça représente 90% de notre volume d'achat en matière agricole. Et donc ça, c'est déjà un travail de se dire on travaille par méthode, par priorisation. Donc notre champ d'action, ça correspond à 10 terroirs stratégiques. Après, stratégique soit en volume, hein, soit en ingrédients emblématiques. Voilà. Donc effectivement, il y a en rareté ou les matières agricoles de type betterave, blé, vigne qui vont nous apporter l'alcool du produit et puis ou le sucre. Et puis on a les matières aromatiques comme le fenouil pour l'anis, pour le goût anisé, la réglisse, l'orange, etc., la gentiane. Voilà. Donc on a une dizaine d'ingrédients. Et ensuite, on va regarder ces terroirs, ces ingrédients, on va se dire quels sont les risques, les impacts environnementaux de ces cultures, sur sociaux, sur exactement, la qualité des sols, etc. On a une vingtaine de critères. On a fait un diagnostic biodiversité sur la biodiversité aussi. Et donc, ça va nous donner une grille qui va nous dire ce qui est rouge, ce qui est orange, ce qui est vert, etc. Et là où il faut travailler en priorité. Et donc, on monte des programmes ensuite avec un objectif. Donc, on sait effectivement aussi. Donc, en fait, on identifie nos enjeux. Après, on se fixe des objectifs. Notre objectif, en l'occurrence, c'est être à 100% certifié en agriculture durable à horizon 2030. Et on est aujourd'hui à plus de 50%. Et puis aussi d'aller vers l'agriculture régénératrice, parce qu'on se rend bien compte que cette agriculture régénératrice, pour certains ingrédients, elle est essentielle. Et c'est là où j'arrive à l'exemple de la betterave, parce que la betterave, qui est la matière numéro 1 pour nous fournir l'alcool. Qui est cultivée en France essentiellement. Qui est cultivée en France, au nord de la France, dans les Hauts-de-France essentiellement, est une filière en difficulté. Mise à mal économiquement, environnementalement. Donc, on s'est associé à un programme
via une association qui s'appelle Pour une agriculture du vivant, qui a donc pour mission et je pense que Sébastien pourrait en parler beaucoup mieux que moi, mais pour mission de favoriser, d'expliquer en quoi l'agriculture régénératrice, c'est vraiment important pour ces cultures, et c'est vraiment ce qui va nous permettre de sauver ces cultures-là. Donc nous, on s'associe en tant qu'utilisateurs, finalement, de cette matière pour participer à ce programme qui va favoriser l'agriculture régénératrice. Et on va s'associer, je dirais, à deux niveaux. Déjà dire que nous, ça nous intéresse, comme l'a dit Sébastien, on veut à terme utiliser de la betterave issue d'agriculture régénératrice. On va évidemment soutenir financièrement. Et puis on va aussi travailler sur les tables rondes pour repenser les filières économiques de ces ingrédients. Parce que ce qui est sûr derrière, c'est que les agriculteurs, pour s'engager, ils ont besoin d'être rassurés, parce qu'il y a de la prise de risque dans ces transitions. Et donc, il faut qu'on les accompagne là-dessus en disant, nous, on va vous acheter peut-être un peu plus cher, mais on va être là pour vous soutenir et pour partager le risque avec vous. Oui, donc vous avez un mode d'accompagnement soft, quoi, j'ai envie de dire, parce que c'est pas facile aussi de dire à un fournisseur du jour au lendemain, on vous prendra plus si vous voilà, et qu'on n'accompagne pas la transformation. Bien, avec. Oui. Oui, Sébastien. Je vais interagir parce que je connais très bien ce projet qui rassemble Pernod Ricard et d'autres acteurs, on va dire agroalimentaires ou du luxe. C'est intéressant parce qu'on a une alliance industrielle avec des groupes majeurs français dont Pernod Ricard fait partie, parmi les leaders, qui va venir de façon en bonne intelligence avec un fournisseur majeur. En France, en betterave, il y a 2 grands fournisseurs. D'accord. Et donc notamment un de ces grands fournisseurs qui dit d'accord, j'ai entendu votre histoire d'agriculture régénératrice, ça ne faisait pas forcément partie de notre scope de pouvoir le faire aussi rapidement. Par contre, on va essayer de travailler ensemble à l'établissement d'une feuille de route. Et une association tierce partie organise, donc pour l'agriculture du vivant, un peu les festivités et donne un cadre logique qui s'appelle Indice de régénération, que j'ai participé à fonder il y a à peu près 3 ans, qui aujourd'hui sert un peu de baseline pour venir dire est-ce que je suis dedans ou dehors l'agriculture régénératrice. Donc ça permet aussi aux gens de savoir où se positionner. Et ensuite, sur le terrain, par exemple, nous, on est allé former tous les opérateurs terrain de ce fournisseur de betteraves pour qu'ils puissent ensuite aller accompagner les agriculteurs qui sont engagés dans des groupes d'agriculteurs. Et ces groupes d'agriculteurs font des expérimentations pour innover dans leurs pratiques. Et donc là, on a une chaîne d'innovation qui se met en place, qui prend du temps, parce que c'est massif, c'est des milliers d'hectares. Par contre, en impulsant ça aujourd'hui avec tous les acteurs autour de la table et en allant jusqu'à des tables rondes qui peuvent remettre aussi sur le tapis les équilibres en termes de prix, en termes de contractualisation, on arrive à métamorphoser un peu la chaîne de valeur. Mais on voit bien que ça s'ancre dans le temps et que ça demande une volonté de l'ensemble des parties prenantes. Et j'aime bien le mot dans la souplesse, parce qu'effectivement, on ne va pas mettre les agriculteurs, les fournisseurs au pied du mur. Ça va être un travail de long terme et dans l'accompagnement. Et donc, un autre exemple que vous aviez... Alors, l'autre exemple, je voulais parler de fenouil, parce que vous avez dit au début qu'on avait pas mal d'ingrédients issus de beaucoup de pays. Nous, chez Pernod Ricard France, notre souci aussi, c'est de travailler avec des matières au plus près de nos usines et de nos consommateurs. Donc, on a vraiment une volonté... déjà, on a beaucoup de matières françaises. Des fois, on ne peut pas, tout ne se cultive pas en France, mais quand on peut, on regarde ça de près. Et donc, juste l'exemple un petit peu emblématique, c'est l'anis. Tout le monde connaît le goût anisé des pastis. Donc, historiquement, le goût anisé, c'est issu d'une molécule qui vient de la badiane. La badiane, vous allez chercher en Chine. On va le chercher en Chine. D'ailleurs, il y a des années, c'était quelque chose qui plaisait beaucoup, ce côté un peu exotique. Aujourd'hui et depuis 20 ans, en fait, on a relancé la culture du fenouil en France, parce qu'on s'est rendu compte que dans le fenouil aromatique, on peut extraire cette même molécule. Et donc, on a mis en place une filière avec des agriculteurs, notamment en Normandie et en Provence, pour vraiment développer cette culture et extraire la molécule d'anis. On est resté à 20% de nos besoins pendant un certain nombre d'années. Aujourd'hui, on est à 40%. Et notre objectif à court terme, c'est d'aller à 80% de l'anis issu de fenouil. Et ce qui est très bien dans cette histoire, c'est que, en fait, on a travaillé vraiment en partenariat très proche avec ces agriculteurs qu'on a été chercher. On leur a proposé cette culture. Donc, par exemple, en Provence, on travaille avec des agriculteurs qui produisent le lavanda ou la lavande, et ils se sont rendus compte que le fenouil était vraiment une culture très complémentaire pour leur activité.
On utilise les mêmes unités de distillation qui sont au pied du champ, hein, puisque avec le lavandin, on fait l'huile essentielle de lavande, et avec le fenouil, on fait l'huile essentielle de fenouil qu'on va ensuite Donc, il y a une récupérer. utilisation finalement Voilà. des outils aussi. Les périodes de récolte ne sont pas les mêmes, donc pour eux, ça a été vraiment très intéressant. On s'est là aussi engagé financièrement à leur acheter toute leur culture à un prix prédéfini ensemble pour qu'ils s'y retrouvent. Et on les accompagne sur de l'agriculture raisonnée et maintenant sur de l'agriculture régénératrice. Alors juste peut-être avant qu'on aille explorer les algues, on va Ouais. y arriver très vite, mais Ouais. un petit point de définition entre agriculture responsable ou durable, Durable, agriculture raisonnée et agriculture régénératrice. Régénératrice. Enfin, c'est quoi qui va faire la différence entre une agriculture durable et une agriculture régénératrice? Peut-être que Sébastien Oui, pourra le peut-être, dire hein, ça peut être mieux que Sébastien. moi, mais oui. voilà. Quelle est la différence? Vraiment Alors, comme un dictionnaire un peu. Quoi, Alors, juste, la question du dictionnaire est complexe, mais grosso modo, si on prend le cas de Pernod Ricard, puisqu'on a travaillé sur la stratégie, on va dire, monde, pour justement structurer, quand Pernod Ricard dit « je suis 100% en agriculture durable », à l'échelle mondiale sur tout mon sourcing, ça veut dire qu'en fait, il y a une certification du pays, tierce partie, qui valide le fait qu'on est bien sur de l'agriculture, qui notamment optimise les intrants, les engrais, les produits phytosanitaires, etc., et qui va jouer un rôle sur la qualité de l'eau et compagnie. Voilà. ça, Donc, c'est l'agriculture durable. ça, c'est l'agriculture durable C'est qui va être, essentiellement les intrants, quoi. grosso modo, c'est l'optimisation des intrants, la rationalisation du système de production, D'accord. et on limite les pollutions. Ok, Voilà, voire on les stoppe. d'accord. Donc ça, c'est... et je pense que c'est une bonne définition, parce que l'agriculture raisonnée, c'est quoi? C'est quand je mets un biocide sur une parcelle, un pesticide quelconque ou un engrais, je réfléchis et j'adapte la dose aux vrais besoins de ma culture. Donc je limite l'usage de luxe, entre guillemets, et qui va apporter des pollutions diffuses majeures. Voire j'interdis certaines molécules que l'on sait trop problématiques, comme les néonicotinoïdes, etc., qui sont très rémanents. Et donc, je rentre dans le cadre d'une agriculture où j'optimise les intrants, où j'évite certains intrants trop délétères. Donc ça, je pense que c'est une bonne définition et c'est structurant parce qu'il y a souvent des labels, enfin, des certifications d'État qui existent dans tous les pays. Donc ça, c'est 100% des filières certifiées avec ce type voilà, ça existe en viticulture, ça existe en grande culture, partout. L'agriculture régénératrice, c'est un peu plus problématique, il n'y a pas vraiment de standard. Donc en France, c'est pour ça qu'on a fait émerger il y a quelques années cette association qui porte l'indice de régénération, c'est pour avoir une forme de standard. Dans d'autres pays, ça va être d'autres associations ou d'autres structures, voire même des fois il n'en existe pas, ce qui fait que nous, on va formaliser un framework, une grille de critères pour le groupe dans le pays où il n'y a pas grand-chose, pour justement lire le système de production. Et donc derrière, on va se dire, bah, tiens, on va passer un certain seuil. Par exemple, si on parle de l'indice de régénération, on l'a fait passer sur tous les domaines viticoles de Pernod Ricard à l'échelle mondiale. Et donc, on a pu mettre une notation et voir les pistes de progrès. Et donc, sur cette notation sur 100, on dit qu'à partir de X sur 100, on est dans le domaine de l'agriculture régénératrice. Est-ce que demain, on aura des choses plus structurées avec des certificats étatiques? Peut-être. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et donc, c'est pour ça qu'on se repose souvent sur des experts comme nous, on peut être, pour venir mettre en place les grilles de critères. Okay. Donc, voilà comment ça se passe aujourd'hui. Mais je tiens quand même à préciser, parce qu'on travaille pour beaucoup de grands groupes, en tous les cas en France, je ne vois pas vraiment de greenwashing. Je vois vraiment des gens qui ont envie d'aller très sincèrement vers ce type de filière-là, avec des compétences en interne, notamment dans le département RSE qui montent, avec des opérateurs terrain qui ont envie d'y aller. Et donc, c'est quand même très important pour moi de le spécifier parce que souvent, on se dit, tiens, les grands groupes, ils vont forcément faire du greenwashing, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, en tout cas pour les groupes français avec lesquels on travaille. Et juste, merci Sébastien, mais juste pour compléter et passer la parole ensuite, ça me fait penser à une thèse qu'on a montée sur cette culture du fenouil, parce qu'en fait, quand on l'a relancée en Provence, on a eu des témoignages d'apiculteurs qui nous ont dit, tiens, depuis qu'il y a du fenouil, oui, il y a les abeilles qui reviennent. Les abeilles reviennent, les ruches vont mieux, etc. Et nous, ça nous a vraiment interpellés, cette histoire. On s'est dit, mais est-ce que parce qu'on replante du fenouil en Provence, c'est favorable à la biodiversité? Donc, pour vraiment savoir si c'était vrai, démontrer ça, on a financé une thèse sur ce sujet, sur l'interaction réciproque entre fenouil et pollinisateur. Et cette thèse, effectivement, a démontré que le fenouil, c'est une plante assez haute, qui protège, qui apporte beaucoup d'humidité en été, etc. On a détecté 58 espèces d'abeilles, ce qui est énorme par rapport à une culture de lavande ou de blé.
Et donc, on est très heureux d'avoir fait un petit peu aider à faire avancer la science sur ce côté-là. Je vais être ultra rapide, c'est juste que je me raconte que je n'ai pas vraiment répondu à la question. Vous voyez, c'est L'agriculture dur pour les régénératrice. algues de percer, mais vous avez l'habitude, je pense encore. Ça va changer, ça va changer. L'agriculture régénératrice, c'est quand l'agriculture devient un régénérateur d'écosystèmes. Merci. On ne vient pas éliminer les intrants. C'est ce qui se passe ici, là. Voilà. Donc, c'est le cran de plus, en fait. C'est ça, c'est ce qui permet de cranter. Ok, ça y est, on a compris. Merci pour ce complément. Alors, Antoine Hervès, donc sur les algues, on parle de répondre aux besoins vitaux. Hein, et vous partez souvent du constat que de toute façon, la terre, au sens de la surface de sol disponible, n'est sans doute pas suffisante dans une forme plus régénératrice peut-être pour nourrir tout le monde, en gros, dans cette colocation là dont on parlait. Donc voilà, en quoi est-ce que... Alors, vous nous avez déjà expliqué que l'algue était un vrai potentiel, mais concrètement, du coup, vous en êtes où ? Ça peut ressembler à quoi des exploitations et en plus, tout à l'heure, quand vous disiez, il y a je ne sais pas combien de pourcentage de surface sous-marine recouverte d'algues, et donc c'est génial, c'est une mine qu'on va pouvoir aller presque peut-être exploiter ou produire. Et ben, du coup, voilà, comment est-ce que on peut partir déjà du bon pied, y compris dans la culture des algues, pour être directement dans des logiques régénératrices, parce que sinon... Alors c'est une bonne question, et en fait justement aujourd'hui c'est une des missions principales en fait, de notre association, c'est de vraiment faire une cartographie de toutes les solutions qu'il y a autour des algues, de les évaluer, leur potentiel, et après d'aller voir des investisseurs et des entreprises qui veulent aller dans cette transition-là et les accompagner dans ce cheminement-là. Donc déjà, l'algoculture en elle-même déjà est très intéressante parce qu'il n'y a aucune compétition qui se fait avec le secteur agricole terrestre. Et en même temps, l'algue en tant que telle, quand on la produit et qu'on la transforme, avec une tonne d'algues, on peut faire différentes utilisations. Donc la principale qu'on connaît aujourd'hui, c'est l'alimentation, qui est beaucoup plus populaire en Asie qu'en Europe, mais ça arrive notamment avec les tendances comme le véganisme, etc. Mais par exemple, on voit que rien que les algues, déjà, elles ont un potentiel, elles sont très protéinées, elles peuvent aller de 8% à 42% en apport de protéines. Quand on prend la comparaison avec le soja qui lui est à 25%, ça montre qu'il y a quand même un énorme potentiel avec les algues. Et en plus, les algues, avec certains ingrédients, peuvent être utilisés comme des gélifiants ou des épaississants qui peuvent remplacer par exemple la gélatine de porc, qui dans certains pays n'est pas forcément autorisée. Donc c'est des nouvelles alternatives plus durables qui peuvent justement aider l'agriculture et aider l'agroalimentaire à faire cette transition-là. Quand on va sur l'agriculture, il y a deux aspects. D'un côté, pour aider les agriculteurs justement à régénérer les sols, il y a des engrais à base d'algues qui sont en train de se développer, qui eux, justement, arrivent à régénérer les sols tout en fortifiant les plantes. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train de se développer, même dans la viticulture. D'ailleurs, je l'ai appris il y a une semaine. Et il y a aussi l'autre côté avec le bétail, les élevages, où c'est justement très intéressant de nourrir les vaches, notamment avec des algues, notamment pour réduire l'utilisation d'antibiotiques, mais aussi pour réduire les émissions de méthane, qui est quand même assez conséquent. Quand on regarde en France, l'élevage du bétail représente 5% des émissions de CO2 de la France, donc c'est quand même du travail à faire. Et donc aussi, un des aspects très intéressants, et c'est notamment un des grands débats autour des algues, c'est justement régénérer les eaux. Donc toutes les eaux qui viennent justement des rivières qui sont très riches en nitrates avec l'agriculture intensive. La culture d'algues peut justement utiliser ces nitrates pour grandir et justement éviter de l'eutrophisation, comme on peut voir notamment en Bretagne des fois avec ces fameuses algues vertes qui ont fait très mauvaise presse d'ailleurs au secteur pendant de nombreuses années. Mais justement, en anticipant et en créant de l'agriculture, on peut purifier les eaux et éviter ce genre de désastre écosystémique. Et donc bon, je vais notamment me focaliser sur cela parce que c'est vraiment lié à l'agriculture, mais après il y a aussi d'autres impacts tels que les plastiques, donc des plastiques à base d'algues qui aujourd'hui se développent très rapidement et qui se dégradent en quelques semaines comparé aux 400 ans des plastiques pétrochimiques. On a aussi des textiles à base d'algues qui se développent, il y a aussi d'autres biomatériaux, il y a aussi des biofuels qui sont en train de se développer, même si ça prend énormément de temps. Il y a il y a aussi l'approche écosystémique, c'est-à-dire aussi avec tout ce qui est captage de carbone et l'impact biodiversité qui est en train de se développer autour des fermes d'algues, il reste beaucoup de recherches à faire, mais tout de même, ça offre une opportunité à beaucoup d'entreprises qui veulent justement s'insérer dedans pour montrer que voilà, c'est pas juste pour les produits, mais c'est aussi pour l'impact que les algues peuvent avoir sur les écosystèmes marins. Et donc, comment vous expliquez, alors il y a le temps long psychologique, évidemment, d'appropriation d'un nouvel univers qu'on connaît peu, qui n'est pas visible aussi la plupart du temps, contrairement aux fenouil ou à la betterave qu'on voit en passant. Quels sont les plus grands freins et quels sont les leviers dont vous auriez besoin aujourd'hui pour accélérer là,
Alors, il y en a plusieurs. De notre côté, en fait, le plus important, c'est vraiment l'accès à de la donnée fiable Oui. et transparente. En fait, c'est le plus gros problème et c'est pour ça que nous, on est en train de développer une plateforme qui va permettre de cartographier vraiment toute l'industrie des algues dans le monde entier pour justement aider les acteurs à prendre de meilleures décisions, à se connecter entre eux, faire du partage de connaissances. Le et World aussi- Impact Summit des arbres, quoi, des algues. Plus ou moins. Sans le côté événementiel, c'est vraiment cet aspect stratégique de Ouais, dire ouais. comment on peut identifier des opportunités et justement capitaliser dessus en amenant des financiers, en amenant des gouvernements, en amenant des industriels pour que justement ces projets se développent. Le deuxième aspect, c'est aussi tout ce qui est législation. Donc aujourd'hui, les algues sont très peu connues, donc les lois sont assez anarchiques dans beaucoup de pays et donc il y a vraiment besoin de travailler sur cette pratique-là pour vraiment aider les fermiers à déployer leurs solutions plus rapidement et donc de croître et donc de produire plus efficacement et plus librement parce qu'aujourd'hui, c'est une grosse partie de leur travail reste quand même l'administratif, ce qui ne devrait pas forcément être le cas. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, alors je vais le poser avec mes mots, hein, ce n'est pas forcément les Oui. bons, mais une espèce de vide juridique sur la notion de propriété, par exemple? Parce que autant je veux dire, sur la terre, le sol, on peut délimiter une propriété. Comment ça se passe sur la propriété de fonds marins, là où potentiellement ça doit être là un des freins aussi, non, législatifs? Oui, c'est une très très bonne question. Ça dépend des pays, mais dans la majorité, en fait, tout ce qui est maritime, en fait, appartient à l'État. Donc en fait, ce ne sont que des concessions, c'est-à-dire en fait les fermiers ou les cultures d'algues vont louer ces endroits pour X période de temps et vont pouvoir cultiver pour leur propre besoin. Donc c'est vraiment de la location. Il y a très peu de pays qui autorisent justement la propriété privée en mer parce que c'est un espace public tout de même. Donc, mais c'est justement l'accès à ces concessions-là qui est aujourd'hui un énorme problème parce que dans certains pays, même des pays en Europe, on peut attendre 5 à 7 ans pour avoir une confirmation. Donc, quand on veut faire un business plan et qu'on va aller voir des investisseurs, c'est très compliqué. Je sais qu'il faut avoir une vision long terme, mais après... C'est pire que la place du bateau à Arcachon, je sais pas quoi. C'est ça. Ok. Et puis du coup, est-ce que... là aussi, une question qui me vient, mais Total, par exemple, c'est des habitués des fonds marins. Je veux dire, ils explorent les fonds marins et ils les forent régulièrement. Est-ce que c'est des champs auxquels ils commencent à s'intéresser, du coup, pour cette expertise Alors, il y a de nombreuses entreprises qui s'intéressent aux algues de plus en plus pour diverses raisons. En tant que source d'énergie, peut-être aussi? En tant que source d'énergie, c'est en train de s'étudier pour tout ce qui est aussi le carbone, parce que ça aussi, c'est une bonne opportunité, sachant qu'aussi les algues, théoriquement, peuvent assimiler plus vite le carbone que certaines espèces d'arbres. Donc, il y a un énorme potentiel là, mais il y en a aussi beaucoup de recherches à faire. Oui. Mais nous, justement, on travaille notamment, là, en ce moment, on est en train de travailler avec une branche de la FAO pour justement évaluer l'impact des algues sur des communautés côtières et comment elles peuvent non seulement impacter positivement les écosystèmes marins, mais aussi contribuer à la richesse locale qui, dans l'agriculture, des fois, ça peut être très compliqué, notamment dans des régions pauvres. Donc voilà, nous, on travaille là-dessus et il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à faire cette démarche de s'intéresser aux algues pour justement remplacer des ingrédients beaucoup plus polluants qu'ils ont dans leur chaîne de valeur. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Les araignées, on parlait d'un des freins majeurs qui est le psychologique, on va dire. Hein. Donc comment on amène des habitants, une collectivité, les différents acteurs, là aussi, il y a peut-être d'autres exemples que vous voulez aborder, les appels à manifestation d'intérêt, la Food Factory, enfin voilà, différentes choses. Comment est-ce que vous conduisez tout ça finalement au quotidien ? Alors aujourd'hui, on se rend compte que nos territoires sont riches d'initiatives, d'idées. Donc ça vient essentiellement d'habitants, d'associations qui arrivent à fédérer autour de ces projets. Donc je vais vous donner un exemple donc sur un quartier qui est en cours de renouvellement urbain, c'est-à-dire qu'il y a des habitations qui vont être détruites. Et sur ce terrain-là, il y avait déjà, ça a été initié il y a quelques années, un projet de jardin pédagogique, donc qui a associé à la fois une association locale qui travaille sur le vivant, le respect du vivant, l'agriculture naturelle, une association culturelle, donc un groupement d'artistes, et ils ont réussi à créer un lien intergénérationnel entre les personnes âgées, les jeunes, en plus c'est un quartier prioritaire des villes, donc il y avait vraiment un enjeu de créer du lien avec les résidences autour. Et il y a eu ce projet de renouvellement urbain qui arrive, et avec un risque de détruire le lien qui a été créé. Donc on a réussi à pouvoir faire durer ce projet, et aujourd'hui il est clairement inscrit. Et il va aller plus loin puisque ça va permettre
de créer un tiers jardin avec des possibilités aux habitants tout autour de venir jardiner, de venir produire, donc éventuellement des paniers qu'ils vont pouvoir manger, cuisiner chez eux, de créer un lieu de rencontre avec une petite guinguette festive. Donc voilà, donc c'est vraiment garder le lien au niveau du territoire auprès des habitants sur des questions de bien manger, puisqu'ils sont sensibilisés à la culture. Aujourd'hui, j'ai un bout de balcon, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux planter? Est-ce que je peux manger ce que je plante? Et d'être accompagné avec des acteurs qui sont engagés. Merci. Alors, on se dirige vers la fin de cette table ronde et vers la fin tout court, FAIM aussi, parce que ça y est, c'est là. on va aller combler nos besoins vitaux. Un petit mot peut-être pour conclure. Voilà, s'il y avait encore un message, quelque chose que vous aimeriez dire, profitez de cette tribune pour partager. Cécile ? Moi, je voudrais dire que, en fait, je trouve, ça fait pas mal d'années que je travaille dans le monde de la RSE et du développement durable. Il y a vraiment quelque chose qui se passe aujourd'hui. Quand je dis aujourd'hui, ça fait 1 an, 2 ans. C'est pas si vieux que ça. Dans le monde des entreprises, notamment, on le voit bien partout autour de nous, mais aussi dans le monde des entreprises, il y a une vraie prise de conscience et une vraie volonté de changer nos façons de travailler. Et ça, aujourd'hui, c'est au niveau le plus haut, je dirais, dans les dirigeants de l'entreprise. Jusqu'à présent, moi, je viens des opérations, de la technique, de l'industriel. On travaillait déjà dans cet esprit-là depuis longtemps, mais on était un petit peu dans notre coin. Aujourd'hui, ça fait vraiment partie, cette transition écologique. Stratégique. Voilà, la stratégie d'entreprise, c'est là. Et ça, c'est essentiel. Et à partir de là, le reste va dérouler. On va s'organiser, se structurer, mettre des moyens et faire vraiment ce qu'on dit qu'on va faire. Ok, merci. Peut-être à vous, et puis on terminera par Sébastien. Moi, je voulais juste un peu rebondir sur ce qu'on disait, c'est qu'aujourd'hui, on est tous là aussi parce qu'il y a une certaine urgence qui se fait, une urgence climatique, sociale, économique, énergétique. Et je pense que c'est important dans des événements comme ça de plus se focaliser sur les solutions qui fonctionnent et qui sont prometteuses plutôt que de focaliser sur le « il nous reste plus que 5 ans ». On sait que ce qu'on fait depuis ce matin, donc voilà. Dans le sens de journalisme de solution, là, on est... voilà. Donc c'est important, et comme disait Très Sébastien, voilà, il y a ce greenwashing, forcément, ça fait partie du système, mais justement, il ne faut pas valoriser ces gens-là. Il faut travailler avec les gens qui veulent faire cet impact, qui veulent faire cet effort, même s'il est long, s'il est compliqué, mais au moins cette transition-là, elle est plus importante à valoriser, et c'est pour ça que... Voilà, c'est pour ça que je suis là. Merci. Et donc vous êtes disponible encore, si on veut vous rencontrer. Vous avez un... Seaweeds Non, mais je serai là. Bon, voilà. C'est lui. Moi, je vais terminer sur aujourd'hui, l'agriculture régénératrice, c'est un enjeu majeur des territoires et c'est un enjeu de demain, à la fois au niveau de santé, de bien manger, de lien social, d'inclusion, d'insertion. Vous parliez de formation. C'est de plus en plus difficile de trouver des maraîchers qui sont formés, parce que ça prend un enjeu, il y a des besoins partout. Oui, puis on ne sait plus faire, on a délégué ça pendant très longtemps. Donc et puis ceux qui savent faire, ils sont pas très nombreux, donc c'est vraiment utile de pouvoir former les maraîchers de demain. Et il y a aussi un enjeu alimentaire, donc il y a une crise actuelle, on va pas revenir dessus. Mais il y a des gens aujourd'hui encore dans les quartiers qui n'ont pas de quoi manger ou de bien manger. Énorme, et c'est un enjeu de pouvoir les nourrir, de bien les nourrir avec une alimentation du vivant, y compris dans les cantines, les personnes chez elles. Donc c'est un enjeu majeur parce que sur tous les projets. Pour toute une partie de la population, la collectivité, c'est l'endroit où ils peuvent bien manger, au sens du vivant, justement. Tout à fait. Donc qu'au moins ces endroits-là soient régénérateurs. Ouais. Mais c'est un vrai levier. Vous le disiez tout à l'heure, la Food Factory, c'est de pouvoir créer un lieu où il y a de la culture, où il y a de l'alimentation, de l'insertion, de la conserverie, et pouvoir encourager des entrepreneurs, des maraîchers à s'implanter dans les villes. Alors, la semaine dernière, j'étais avec Jean-Pierre Bibring, aussi astrophysicien, c'était passionnant, et il regardait la Terre, il disait de toute façon, on n'ira pas ailleurs. Je veux dire, il faut arrêter l'idée que peut-être on pourra... Voilà. Non, on est voué à être confiné sur cette Terre, à 10 milliards de personnes confinées sur cette planète pleine de ressources. Est-ce que, du coup, quelle est votre vision, vous, de l'avenir, de notre autonomie sur nos besoins vitaux en tant qu'humains, compatibles avec tout le reste du vivant ?
Eh bien, c'est marrant parce que c'est vraiment le thème que je voulais aborder. Le changement, il est souvent exponentiel. C'est-à-dire qu'on ne voit pas grand-chose pendant très C'est longtemps. symbolique, puis d'un coup, il y a Puis d'un coup, on a plus de changements en 3-4 ans que ce qu'on en a eu les 15 dernières années. C'est ce qu'on appelle l'effet du centième singe aussi. Exactement. On a tous trouvé le feu en même temps sur la planète sans Wi-Fi. Hein, C'est ça, exactement. Donc, en gros, la question fondamentale, c'est de se dire, est-ce qu'on a raison d'espérer ou est-ce qu'il faut se confiner dans une ferme en autarcie, dans une montagne quelconque? Moi, mon avis a changé là-dessus parce qu'effectivement, on rencontre de plus en plus d'initiatives. On voit bien qu'autour de la table, par exemple, les algues, etc., on n'en parlait pas tant que ça il y a quelques années. Donc, il y a des choses qui se structurent. On a des industries qui se réforment et on a l'ensemble du secteur privé qui est en train de prendre conscience et qui, depuis 4-5 ans, est en train de se restructurer justement pour aller le plus rapidement possible, mais avec fiabilité, vers ce type d'agriculture. Donc j'aurais tendance à penser que ça y est, l'ensemble de la vision vers là où il faut aller a commencé à être bien harmonisé. Donc une fois qu'on a une vision et qu'on sait ce qu'on vise, normalement on arrive à avoir l'alignement de l'exécution. Qu'est-ce qu'on fait sur le terrain? Et je pense qu'on est dans ce temps de l'exécution et je pense qu'on a, si on continue de cette manière-là, en orientant les moyens et l'argent sur ce type de projet et en réformant les chaînes de valeur, on peut ne pas être au bout de nos surprises sur ce qui peut nous arriver dans les 10 prochaines années. Donc j'aurais été plus tempéré il y a 5 ans. Aujourd'hui, je vois que c'est un bon indicateur. Voilà, c'est un bon indicateur. Sébastien Romégou, c'est... Mais non, mais j'étais un peu désespéré, j'avoue, il y a 5 ans, en me disant, mon Dieu, ça démarre pas. Aujourd'hui, on parle des sols partout, on parle de la régénération partout. Donc moi, je suis très heureux, en tous les cas, d'avoir changé d'avis moi-même en me disant, c'est bon, peut-être que l'ensemble du secteur industriel a changé. On vous réinvite dans 5 ans parce que vous êtes le marqueur du niveau de... Dans 5 ans, on aura toutes les solutions qui seront exécutées. On sera heureux. Super. Écoutez, merci à tous les 4, vraiment un grand merci. Rendez-vous à 14h pour ceux qui continuent. Et puis, bon appétit à tous. À très bientôt.